George Orwell n'est pas né génie ni révolutionnaire. Il le devint. Son vrai nom était Eric Arthur Blair, un garçon ordinaire qui, très tôt, a reconnu les injustices du monde. Né en 1903 en Inde, alors que le pays faisait encore partie de l'Empire britannique, il a grandi dans une famille de la petite bourgeoisie inférieure avec des héritiers de la noblesse, un contraste inconfortable. Il a vécu dans ce jeu d'apparence où les gens tentent de paraître plus qu'ils ne sont réellement. Combien aujourd'hui mènent cette même mascarade, entretenant un style de vie insoutenable, souriant tout en s'enfonçant sous des factures impayées. Dès son plus jeune âge, il a compris que la réalité et l'illusion vont de pair, une leçon qu'il n'oubliera jamais. Il a étudié dans des écoles britanniques prestigieuses, mais sans le privilège d'accéder à l'université. Imaginez être entouré de garçons riches, fils de familles influentes, tout en essayant de s'intégrer sans jamais vraiment appartenir. C'est là qu'il a réalisé que le monde a des règles invisibles, certains naissent avec des avantages, tandis que d'autres doivent se battre pour chaque sou. Vous êtes-vous déjà senti travailler plus dur pour gagner moins, cherchant la reconnaissance sans rien recevoir en retour? Les barrières de la société ne sont pas toujours visibles, mais elles sont inéluctables. Il n'a jamais obtenu de diplôme universitaire, mais cela l'a-t-il empêché de devenir l'un des écrivains les plus influents de l'histoire? Pas une seconde. Il a appris de la manière la plus brute et authentique, en vivant dans les ruelles de Londres, dans les rues de Paris, et à travers les livres qu'il dévorait, sans avoir besoin d'un professeur pour lui dire quoi penser. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire de même. Vous voulez apprendre la philosophie? Lisez La République de Platon. Vous voulez comprendre le comportement humain? Essayez penser vite et lentement de Daniel Kahneman. Ce qui manque, ce n'est pas l'accès au savoir, mais l'initiative. Il l'a compris par l'expérience, la vraie sagesse ne vient pas d'un diplôme, mais d'une fin d'apprendre. Le nom George Orwell n'était pas juste un pseudonyme, c'était une renaissance. Eric Arthur Blair était un jeune homme prisonnier des étiquettes et des limites, mais Orwell, lui, c'était un homme libre. Combien de personnes aujourd'hui ont besoin de ce genre de réinvention? Combien sont enfermés dans une identité qui n'a plus de sens? S'il était vivant aujourd'hui, il pourrait dire « Jeba, si tu n'aimes pas ton histoire, écris en une nouvelle ». Souvent, ce changement ne dépend pas d'attendre que quelque chose arrive, mais de prendre une décision. Son enfance n'a pas été marquée par des guerres ou de grandes tragédies, mais par quelque chose d'encore plus puissant, la découverte de l'hypocrisie du monde. Il a vu que la vérité pouvait être manipulée, que le pouvoir déforme les faits, et que tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. Cette prise de conscience est devenue le fondement de tout ce qu'il écrirait plus tard. Un regard acéré sur la réalité, un esprit critique, et un esprit qui ne se résignerait jamais à accepter les mensonges comme réponse. C'était juste le début de quelqu'un qui allait à jamais changer notre manière de voir le monde. Après avoir quitté l'école, il fit quelque chose qui semble impensable pour ceux qui connaissent son héritage. Il entra dans le système même qu'il critiquerait plus tard. Il rejoignit le service impérial britannique en tant qu'agent de police coloniale en Birmanie, en Asie du Sud-Est. L'ironie, il comprit vite qu'il n'avait pas sa place là-bas. Imaginez consacrer votre vie à un travail pour découvrir qu'il contredit tout ce en quoi vous croyez. Il fut témoin de la brutalité du colonialisme de première main, de la peur dans les yeux des autochtones et du mépris sur les visages des Anglais. Combien aujourd'hui vivent quelque chose de similaire, occupant des emplois qu'ils détestent, se sentant partie prenante d'un système qui opprime plutôt que qui construit? Cette expérience laissa une marque profonde. Il réalisa que le pouvoir corrompt non seulement les dirigeants, mais aussi quiconque se soumet sans question. Il vit la déshumanisation sous ses yeux, et pire encore, comprit qu'il en faisait partie. La culpabilité le rongea. Comment quelqu'un qui voyait la vérité pouvait-il continuer à faire semblant de ne pas la voir? Alors il fit l'impensable, il démissionna de son poste et abandonna l'empire qu'il servait. Il était temps de découvrir l'autre côté, mais échanger son uniforme contre des vêtements usés ne fut pas simple. Il décida de plonger dans la réalité des oublis. Il a travaillé comme plongeur à Paris, a erré à travers Londres, a dormi dans des auberges sales et a survécu grâce à des actes de délinquance, tout cela pour comprendre de l'intérieur ce que signifiait être l'un des invisibles. Il n'était plus un intellectuel distant. Il était des leurs. Vous voulez comprendre la discipline? Essayez l'entraînement militaire. Vous voulez comprendre l'esprit humain? Écoutez les histoires des inconnus. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est pendant cette phase qu'il a développé une véritable appréciation pour les gens ordinaires et un malaise grandissant envers les intellectuels détachés de la réalité. Il a réalisé que les véritables penseurs ne se trouvent pas dans les universités, mais dans les rues, dans les usines et dans les champs. Peut-être que cela reste vrai aujourd'hui, ceux qui comprennent le mieux.
La vie ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de diplômes, mais ceux qui ont réellement vécu. Il a compris que le savoir le plus précieux ne s'apprend pas seulement dans les livres. Il s'absorbe à travers l'expérience humaine. Cette expérience vécue allait forger son écriture et sa vision du monde. La vérité ne se trouve pas dans les versions officielles, mais dans les récits de ceux qu'on n'écoute jamais. S'il a retenu une chose, c'est que le pouvoir cherche toujours à réécrire l'histoire, et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Il n'était jamais du genre à simplement écrire sur les injustices. Il voulait les ressentir de première main. C'est pourquoi, en 1936, il est allé en Espagne. Son but initial était de couvrir l'événement en tant que journaliste, mais une fois arrivé, il s'est rendu compte que la situation était bien plus complexe que ce qu'aucun reportage ne pouvait décrire. Les rues étaient tendues, et les idéaux pour lesquels les gens se battaient étaient plus complexes qu'ils ne paraissaient de loin. Face à cette réalité, il prit une décision. Il ne pouvait pas se contenter d'observer, il devait agir. Il rejoignit une milice combattant les régimes autoritaires et alla sur les lignes de front. Là, il ne trouva pas d'héroïsme, mais la peur, le froid et l'incertitude. La guerre n'avait rien à voir avec les discours politiques ou les récits idéalisés. Lors d'un des affrontements, il fut blessé par balle au cou. Son état était critique et son parcours faillit s'achever là. Pendant sa convalescence, il comprit que ce n'était pas seulement sa vie qui avait changé, mais aussi sa vision du monde. Encore en récupération, il remarqua quelque chose de troublant. Les informations sur la guerre civile ne correspondaient pas à ce qu'il avait vu. Les journaux déformaient les événements, mettant en avant certains faits tout en ignorant d'autres, et des versions contradictoires circulaient comme des vérités absolues. C'est alors qu'il comprit que la réalité pouvait être manipulée et que le contrôle de l'information est l'un des outils les plus puissants au monde. Cette prise de conscience allait marquer sa pensée à partir de ce moment. Il vit que la frontière entre idéalisme et oppression était mince, et que souvent, des groupes prétendant lutter pour la liberté finissaient par reproduire ce contre quoi ils se battaient. Cette contradiction laissa une marque profonde en lui et renforça sa conviction: la vérité ne peut être ajustée pour servir des intérêts. Il rentra chez lui avec une nouvelle mission, celle d'utiliser son écriture pour dévoiler ce que tant s'efforçait de cacher. La guerre en Espagne n'était pas seulement un événement isolé. Elle fut l'étincelle qui déclencha son combat contre la manipulation de l'information. Dès lors, ses livres ne seraient plus de simples récits, mais des avertissements sur les dangers qu'il avait observés de près. Pour lui, la littérature devint un outil indispensable de résistance. Les livres avaient le pouvoir de révéler des vérités cachées, d'exposer ce que beaucoup choisissaient d'ignorer. À travers l'écriture, il pouvait mettre en garde contre les dangers de la manipulation, encourager les lecteurs à remettre en question, à réfléchir et surtout, à chercher la vérité par eux-mêmes. La plus grande menace à la pensée critique n'était pas l'absence d'informations, mais l'abondance de données déformées qui embrouillaient plus qu'elles ne clarifiaient. Il se donna pour mission de veiller à ce que certaines voix continuent de défier cette réalité. Cette vision façonna tout ce qu'il écrivit par la suite. Plus que raconter des histoires, il voulait provoquer le malaise, éveiller la pensée critique et briser la complaisance. Avec cet objectif, il commença à travailler sur l'une de ses œuvres les plus marquantes. Un récit qui, sous couvert d'une fable, délivrait l'un des avertissements politiques les plus puissants de la littérature moderne. En 1945, il publia La ferme des animaux. L'intrigue: un groupe d'animaux chasse les humains de la ferme et promet de bâtir une nouvelle société fondée sur l'égalité. Cependant, avec le temps, les leaders de la révolte adoptent des positions de plus en plus autoritaires, devenant aussi oppressifs que ceux qu'ils avaient renversés. Ce récit n'était pas simplement une critique du passé. C'était un avertissement sur la manière dont le pouvoir peut corrompre n'importe quel idéal. Après tout, le pouvoir peut changer de main, changer de visage, mais pas toujours son essence. Le livre exposait brillamment comment des idéaux nobles peuvent être déformés lorsqu'ils se mêlent à l'ambition. Au début, les animaux croyaient se battre pour la justice, mais ils se retrouvèrent rapidement piégés dans une nouvelle structure de domination. La vérité fut réécrite, l'inégalité persista. Des phrases emblématiques comme Lieda: tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres lieux, révèlent l'hypocrisie de ceux qui atteignent le sommet et créent leurs propres règles. Ce n'était pas seulement une critique politique, c'était une dissection du danger que représente l'illusion du changement. Le génie de la ferme des animaux résidait dans sa simplicité. Son message était accessible à tous parce qu'à la base, il ne se limitait pas à un régime spécifique, mais à des cycles qui se répètent tout au long de l'histoire: gouvernement, entreprises, groupes sociaux. Chaque fois qu'il y a une structure de pouvoir, il y a un risque que ceux qui la contrôlent façonnent la réalité à leur avantage. C'est pourquoi cette œuvre reste pertinente aujourd'hui.
Elle nous rappelle que la question n'est pas seulement ce qui changera, mais qui bénéficiera réellement de ce changement. Le succès fut immédiat, mais il provoqua aussi des controverses. Beaucoup ont tenté de l'interpréter comme une attaque contre un seul groupe politique, alors que la critique était beaucoup plus vaste. Peu importe quel camp était au pouvoir, il y aurait toujours le risque que la quête de l'égalité soit utilisée comme justification pour de nouvelles formes de contrôle. Le problème n'était pas la révolution elle-même, ni ne la considérer comme une attaque contre un seul groupe politique, mais la critique était plus large. Peu importe quel camp était au pouvoir, il y aurait toujours ce danger que la poursuite de l'égalité serve de prétexte à de nouvelles façons de dominer. Le problème ne résidait pas dans la révolution, mais dans ce que faisaient ceux qui prenaient le pouvoir. Cette idée allait préparer le terrain pour son œuvre la plus sombre, celle qui allait à jamais redéfinir notre vision du futur. C'est dans ce contexte, au milieu d'une tempête de défis, que 1984 vit le jour. Il avait perdu sa femme, combattait la tuberculose et savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Même affaibli, il se consacrait de manière obsessionnelle au livre, sentant que son message devait être entendu. À sa publication en 1949, sa vision du monde semblait extrême, mais avec le temps, elle s'est révélée terriblement prophétique, un univers où la surveillance est totale, où l'information est manipulée et où même les pensées peuvent être considérées comme criminelles. Dans cette dystopie, le contrôle ne se limite pas aux lois, il s'étend à la perception même de la réalité. Les gens sont surveillés par le grand frère, bombardés de propagande réécrivant le passé et convaincus que toute pensée contraire au régime constitue un crime. Des termes comme Niabda, double pensée, violer, Yawan of Wrong Jules montrent comment le langage peut être utilisé pour restreindre la capacité de raisonner. Après tout, si vous n'avez pas les mots pour exprimer une idée, comment pourrez-vous même la concevoir? Le protagoniste, Winston Smith, essaie de résister à ce système, cherchant la vérité par ses propres moyens, mais combattre un régime qui redéfinit la réalité à chaque tournant devient impossible. À la fin, ce n'est pas la force brute qu'il défait, mais la manipulation psychologique. Winston ne fait pas que se soumettre. Il en vient à croire ce qu'il savait auparavant être faux. C'est le véritable avertissement, la tyrannie la plus dangereuse n'est pas celle qui impose la peur, mais celle qui convainc les gens d'accepter leur propre soumission. Avec le temps, 1984 a transcendé son statut de roman pour devenir un concept. Le terme Yeba Orwellian You est devenu synonyme de toute forme de contrôle excessif sur l'information et la vie privée. Cela démontre comment son message reste pertinent. Le livre n'était pas seulement une prédiction dystopique, c'était un miroir des tendances qui prenaient déjà forme. Son but n'était pas seulement de faire peur aux gens, mais de les avertir du danger de rendre l'inacceptable ordinaire. Après la publication de 1984, il n'avait plus la force de continuer à écrire. La tuberculose avançait rapidement, et sa santé se détériorait de jour en jour. Peu de temps après, il est décédé, mais son héritage était assuré. Ces expériences étaient devenues des avertissements intemporels qui nous poussent encore à réfléchir sur la direction de la société. Son nom était déjà gravé dans l'histoire, et ses idées continuaient de résonner, influençant des générations. Lorsqu'il est décédé en 1950, il ne pouvait sans doute pas imaginer l'ampleur de son impact. Ses livres, initialement controversés, ont pris de l'ampleur avec le temps. 1984 et La ferme des animaux ont été traduits en des dizaines de langues et sont devenus des références dans les discussions sur la politique, la philosophie et la psychologie. Qu'est-ce qui a maintenu ces œuvres aussi pertinentes? La réponse est simple. Il n'a pas seulement écrit sur des événements historiques, mais sur des schémas humains qui se répètent. Son regard critique a transcendé son époque, devenant un guide pour ceux qui cherchent à comprendre le présent. Le terme Yabda Orwellian Yul s'est imposé comme un avertissement contre les régimes autoritaires, la manipulation de l'information et la surveillance excessive. Chaque fois que le contrôle du récit, la distorsion de la vérité ou la censure subtile sont évoqués, son nom réapparaît comme référence. Mais ces idées ne sont pas toujours bien comprises. Beaucoup le citent sans réellement absorber son message. Pour comprendre le présent, le terme Yeba Orwellian Yul s'est consolidé comme un avertissement contre les régimes autoritaires, la manipulation de l'information et la surveillance excessive. Chaque fois que le contrôle du récit, la distorsion de la vérité ou la censure subtile sont discutés, son nom ressurgit comme référence. Cependant, ces idées ne sont pas toujours bien interprétées. Beaucoup le citent sans réellement assimiler sa vision, réinterprétant ses critiques pour les adapter à leurs propres croyances. Cela illustre la complexité de son héritage. Ses œuvres sont tellement puissantes qu'elles finissent par être appropriées de différentes manières, tant par ceux qui défendent la liberté que, ironiquement, par ceux qui cherchent le contrôle.
Ces livres n'étaient pas simplement des critiques des systèmes politiques, ils étaient des réflexions sur la nature humaine. Le danger ne résidait pas uniquement dans les gouvernements ou les institutions, mais dans la manière dont les gens se comportent face au pouvoir. La tyrannie n'a pas toujours besoin d'être imposée par la force. Elle est souvent acceptée volontairement au nom de la sécurité, de la stabilité ou même du bien commun. C'est sans doute pour cela que sa popularité n'a fait que croître. Ces idées ne sont pas l'apanage d'un seul moment historique. Elles reflètent ce que nous sommes prêts à accepter. Bien qu'il soit souvent cité comme un critique du totalitarisme, il n'a jamais rejeté l'idée d'un système plus juste. Il n'était pas opposé au socialisme, mais à toute forme de contrôle extrême, peu importe qui en soit le maître. Son objectif n'était pas de défendre un modèle économique spécifique, mais de questionner la manière dont le pouvoir est exercé. Alors que beaucoup tentaient de le cataloguer, la vérité était plus complexe. Il croyait que le socialisme pouvait être une alternative au capitalisme, tant qu'il ne devenait pas un outil de domination. S'il y a une leçon à tirer de son œuvre, c'est que la vérité ne devrait jamais être le monopole d'un seul groupe ou système. La quête de la vérité exige un questionnement constant, pas une acceptation passive. La réalité peut être déformée de bien des façons, que ce soit par la manipulation de l'information, l'altération du langage ou l'imposition de récits uniques. Le plus grand danger ne réside pas seulement dans ceux qui cherchent à contrôler la vérité, mais dans ceux qui l'acceptent sans la remettre en question. La liberté commence dans la pensée. Si nous y renonçons, peu importe qui dirige, nous serons toujours vulnérables à tout récit qui nous convainc que penser différemment est une erreur. Si vous ne cherchez pas votre propre vérité, quelqu'un vous l'imposera.